Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de nos émissions dédiées à votre orientation, les Super Talks. Vous connaissez maintenant le concept, chaque semaine un nouveau sujet, deux intervenants avec une école partenaire. Et aujourd'hui, c'est la Coding Factory, l'école du code de l'ECIT. Suivez-moi. Donc nous sommes avec Benoît Mariage. Bonjour Benoît, merci de nous recevoir à la Coding Factory. Vous êtes manager de programme à la Coding, c'est bien ça? C'est ça, bonjour. Et André Dessouza, intervenant agile. C'est ça. Parfait. Merci de nous recevoir, donc, comme je disais, tous les deux. Je voulais qu'on commence par un petit point de définition, parce que donc, le sujet de l'émission, c'est devenir développeur web. Mais en fait, c'est quoi, développeur? Le métier de développeur, c'est vrai que c'est un mot un peu valise, on peut mettre tout et n'importe quoi à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a pas mal de métiers qui rentrent dans le cadre du développement, sans même rentrer dans les domaines du web ou de l'applicatif. On va parler de différents métiers tels que le développeur full stack, qui est un peu un mot barbare pour juste dire que vous allez travailler soit sur du front, donc sur la partie plus visuelle ou la partie un peu plus cachée de l'informatique. Vous allez avoir tout ce qui est métier un peu à la mode de développeurs autour de tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, notamment pour tout ce qui est, vous savez, animation, jeu un peu immersif avec des casques. C'est des choses qui sont pas mal dans la tendance. Et puis quand vous allez, je vais dire, grimper les échelons, mais au fur et à mesure des années où vous développez, vous codez différentes applications, vous pouvez devenir lead dev. Donc voilà, vous commencez un peu à gérer une équipe, vous commencez à avoir ce type d'habilitation. Et après, on peut même aller jusqu'à du CTO, qui est un nom pour dire en gros le directeur technique d'un produit. Ou même si on aime plutôt la partie fonctionnelle, les domaines, par exemple de la banque, l'assurance ou je ne sais pas, autre chose, vous pourrez aller partir plutôt sur des métiers plus comme des product managers, product owner, ce sont des métiers vraiment plus qui ont attrait à la gestion de produits plus que vraiment le développement en tant que tel. Et tous ces métiers, toutes ces branches en fait, sont avec des formations particulières à chaque fois, ou comment ça se passe à la Coding? Vous envisagez un bachelor, un bac plus 3 généraliste pour tout le monde et c'est à partir de la 4e année que les élèves vont se spécialiser, ou dès la première année vous les orientez vers telle ou telle orientation? Notre philosophie, c'est de se dire, on part du principe que les élèves, quand ils arrivent, ils ont zéro connaissance. Oui. Ce n'est pas toujours le cas, mais quand ils arrivent, ils ont zéro connaissance. Donc nous, on va les former from scratch, donc en partant de zéro, à tout ce qui est basique et apprentissage absolument nécessaire, fondamentaux au développement. Que ce soit du web, du mobile, que ce soit de la VR ou quoi, ils vont avoir un tronc commun sur les 2-3 premières années quand même, qui est assez poussé. Mais encore une fois, on repart vraiment de zéro et on y va crescendo. Et normalement, ils sont censés quand même s'en sortir au bout des 3 ans avec un bon bagage technique, qui leur permet de faire un peu ce qu'ils veulent. Donc en fait, vous n'avez qu'un seul bachelor, on va dire, informatique, et c'est à partir de la 4e année, en fonction de leur goût, que vous allez les orienter vers lead dev ou VR. Exactement. Ou que sais-je. C'est là où on va se spécialiser plutôt sur différents sujets, en fonction finalement de ce que le jeune, l'étudiant, il aime faire. À la fin de la 3e année, en fait, ils atteignent ce niveau qu'on appelle full stack, donc ils sont autonomes pour concevoir, créer, développer des sites, des applications et des bouts de jeux vidéo, mais on aborde toutes ces notions importantes de cybersécurité, d'intelligence artificielle, etc. Et donc du coup, ça leur permet d'aller ensuite vers un des masters qu'on propose. En termes de rythme, la spécificité, si tant est que ça en soit une, c'est que vous, dès la première année, vous les prenez en initiale et c'est à partir de la 2e que vous leur proposez une alternance. C'est bien ça? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça dépend de la situation de chacun. Okay. C'est vrai que trouver une alternance en première année, honnêtement, ce n'est pas facile parce que le niveau technique en développement, en code, est complètement débutant en général. On va dire que quand on a 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, qu'on sort du bac ou qu'on a fait une ou 2 années, la maturité professionnelle est encore junior. Donc on recommande plutôt de la première année, voire la 2e année, mais c'est plutôt rare, en tout cas la première année, de le faire en initial. Ça permet de se concentrer sur ses cours, sur notre méthodologie d'enseignement et puis surtout sur les fondamentaux, c'est-à-dire le code, ce qui fait qu'en entretien, en cours de première année ou en fin de première année, on a quelque chose à raconter. On a fait plein de projets sur plusieurs langages de programmation et donc on apporte quelque chose à l'entreprise. Ce qui fait que aujourd'hui, 100% de nos étudiants en 2e année sont en alternance grâce à nos équipes qui aident nos étudiants à trouver une entreprise. Mais c'est vrai qu'on peut faire l'alternance en première année aussi. C'est possible aussi. Mais ce n'est pas conseillé selon vous?
Ça dépend un peu de la situation de chacun. On a à peu près, pour vous donner une ordre de grandeur, un peu moins de 1/3 de nos étudiants qui sont en alternance en première année. Et c'est souvent des gens qui sortent directement du bac ou ils ont déjà fait quelque chose avant en fait? La grande proportion sortent d'un bac, en général NSI, STI, 2D, mais ça peut être d'autres bacs, il n'y a pas de directive. On a une exception, un étudiant qui a fait même un bac littéraire, mais comme il a la logique du code, tout se passe bien pour lui. Bon, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Hein. Et puis on a aussi pas mal d'étudiants qui ont fait 1 ou 2 années d'études dans d'autres domaines, ou alors dans l'informatique, mais qui ne sont pas complètement satisfaits du mode d'enseignement, qui parfois est un peu trop scolaire classique et qui viennent chercher à la Coding Factory une autre ambiance et une autre façon de travailler qui se rapproche beaucoup plus du mode de travail en entreprise. Alors justement, avant de parler exactement de la spécificité de la coding, j'aurais voulu savoir en fait justement ce que les jeunes viennent chercher au-delà de l'ambiance en termes de contenu pédagogique. Qu'est-ce que vous leur apprenez précisément? C'est les différentes méthodes, différents langages informatiques, Python, Java, tout ça. Est-ce que c'est... en fait, est-ce qu'il faut être un geek, tout simplement, pour arriver ici? Non, il ne faut pas être un geek. Je pense qu'avant tout, et d'ailleurs tu l'as bien dit sur l'histoire du bac-L ou quoi, nous on prend vraiment sur les profils qui sont motivés et qui ont envie. C'est-à-dire que si on arrive et qu'on reçoit sur un casting quelqu'un qui, on sent qu'il a envie, qu'il adore ça, qu'il a les yeux qui brillent quand on parle de code ou d'informatique ou qu'il a fait des petits projets, que voilà, c'est ça qui va nous intéresser. Parce que oui, comme vous venez de le dire, nous on repart de zéro, donc on va faire bien sûr, on va faire des langages tels que le Python, du Java dès la première année. On va faire de l'algo, beaucoup d'algo un peu bas niveau et puis de l'algo avancé, programmation orientée objet. C'est vraiment des choses qu'on va leur inculquer très vite pour qu'ils aient les bases solides. Et après, on va leur donner un vernis général. Donc vraiment, ils vont toucher à de l'Android, ils vont toucher à de l'iOS, ils vont faire des frameworks, que ce soit front, back, voilà. On va leur faire toucher à ça. Toujours dans les tendances, ça c'est important de préciser aussi, c'est qu'en termes de contenu pédagogique, on voit tous les ans le contenu en termes de langage, et en termes je dirais, oui, de framework qu'on va utiliser. Donc nous, on se calque sur les tendances du marché, parce qu'on est une école très pragmatique, donc on reprend, on a des techniques pour ça, on va reprendre le marché, on va regarder ce qu'il y a comme offre, on va regarder ce que le marché réclame en fait. Et donc si par exemple il y a 4-5 ans, il y avait beaucoup d'Angular, aujourd'hui on sait que c'est plus trop le cas, on va plutôt partir sur du React, donc on adapte en fait nos cours et on fait intervenir des professionnels de React à l'heure actuelle et on ne s'interdit pas que l'année prochaine, si React c'est plus dans les tendances, de partir sur un autre framework en fait. Parce que ouais, la plupart de vos profs en fait ne sont pas professeurs de métier, ce sont des professionnels de l'informatique qui en complément viennent ici apporter leur expérience aux jeunes. Nos enseignants, ce sont des développeurs professionnels et ils viennent enseigner à nos étudiants de la même manière que eux-mêmes travaillent en entreprise. On apprend en pratiquant, en cherchant des solutions, en se trompant, en faisant des erreurs, etc. Et il n'y a pas d'enseignement théorique, ou très peu, on essaye de le réduire au maximum, où on écoute un prof face à un tableau, après on a une interro, ça n'existe pas chez nous. Donc on a un déroulé un peu type de nos sprints, et on cherche à faire que ça soit déjà agréable, plutôt fun, mais aussi très efficace. Et ce n'est pas en apprenant par cœur que ça fonctionne. Donc on fait que de la pratique. Chaque semaine, les étudiants ont petite équipe de 3 ou 4, un projet à réaliser. Et justement, les jeunes, en fait, quand ils viennent à vous pendant vos journées portes ouvertes ou quand ils sont déjà inscrits, ils viennent chercher quoi? C'est les métiers de la cyber, c'est le développement d'applications. Il y a quelque chose en particulier qui les anime plus que d'autres? On va pas se mentir, c'est souvent... Il y a 2 grosses tendances. Les terminales, souvent, ils viennent effectivement soit par le jeu vidéo, soit ils veulent travailler dans la cybersécurité. Ça, c'est vraiment très, très brodé. Alors justement, c'est quoi la cybersécurité? Parce qu'en fait, là aussi, c'est un mot hyper valise. Quand on cherche une définition sur Google, on trouve de tout. Donc en fait, ça consiste en quoi, selon vous, à la coding? Déjà, nous, on a vraiment un master qui est dédié à ça. Donc on pousse, comme on disait tout à l'heure, sur les 3 premières années, on leur apprend les bases du code, et notamment à coder proprement, donc développer proprement. C'est d'ailleurs pour ça qu'un de nos titres, c'est le développeur web sécurité, ou le développeur sécurité en tout cas. C'est parce qu'on va leur apprendre, dans un premier niveau, à faire de la sécurité de code. Donc comment est-ce qu'on sécurise son code, comment est-ce qu'on évite des failles, comment est-ce qu'on s'assure que nos jetons d'authentification, tous ces concepts un peu sont sécurisés, pour éviter déjà à notre niveau de faire en sorte que ça soit déjà une passoire d'un point de vue technique. Et ça, c'est des choses qui sont de plus en plus demandées en effet, parce que derrière, ça ouvre la porte à des attaques de grande envergure et donc à de la cybersécurité. Et là, il y a du boulot en fait sur le marché de l'emploi dans les métiers de la cyber.
Ouais, c'est très demandé. Ouais, C'est très demandé. vraiment, ouais. Et... Non, c'est clair, c'est très demandé. C'est hyper demandé. Beaucoup de métiers du dev. Alors, c'est vrai que c'est pas demandé. La demande est inégale, mais le métier de développeur, donc selon les études en France, on regarde sur Google, on cherche entre 20 000 et 40 000 développeurs en France. Donc, nos étudiants en bac plus 4, bac plus 5, ils ne postulent plus. Ils reçoivent des demandes sur leur LinkedIn pour qu'ils viennent travailler dans leur entreprise. Donc on les pousse à rester jusqu'au master, mais ils ne s'amusent pas trop à envoyer des CV, contrairement en première année, deuxième année, où là ils sont encore un peu plus débutants. Quoi. Donc c'est vraiment un métier là dans l'informatique et plus particulièrement dans le dev où ça, il n'y a aucun problème. Ça doit pas mal rassurer les parents aussi. Justement, c'était ma prochaine question. En fait, est-ce que c'est facile avec ce genre de diplôme de s'expatrier à la fois en Europe et même bien au-delà? Je pense que la plupart des jeunes qui veulent bosser dans l'informatique pensent aux États-Unis et on a commencé par la Californie, évidemment. Bien sûr. Est-ce que c'est possible avec une formation française de partir, parce que vous le disiez, on peut faire du full remote en fait, et travailler sur l'île de la Réunion pour une boîte basée à Paris, mais est-ce qu'on peut aussi carrément se déplacer dans un GAFA en Californie ou pour une boîte chinoise, japonaise, que sais-je? Alors, on a plein d'exemples, c'est ça qui est génial en fait, c'est qu'au sein de la coding, on a plein d'exemples d'élèves qui sont partis un peu partout dans le monde. On commence à avoir des bons retours, là, ça fait quelques années maintenant. Je pense notamment à une personne, un de nos anciens étudiants qui travaille aujourd'hui en Silicon Valley, qui travaille pour une start-up franco-américaine et qui a fait en fait la formation, puis qui est parti, qui s'est fait recruter. Pour le coup, c'est vraiment ce que disait Benoît, c'est-à-dire que il a codé des projets à côté de ses cours et en fait il s'est fait repérer là-dessus, il a fait plusieurs entretiens et en fait il s'est retrouvé en 3 mois, il était parti de France et puis il était à San Francisco. On a d'autres exemples dans le monde du jeu vidéo avec des gens qui sont au Québec notamment. Mais oui, c'est clairement une option. Nous, ça fait des années qu'on fait des voyages pédagogiques, notamment, pour un peu donner cette envie aux élèves d'aller voir ce qui se passe, notamment en Silicon Valley. On l'a fait plusieurs fois. Et à contrario, est-ce qu'on peut monter sa propre boîte? C'est une question qui nous est toujours beaucoup posée quand on parle d'informatique. Parce que je pense que ça fait très vite très peur, en fait. Évidemment, si on se compare au GAFA, c'est vraiment David contre Goliath. Mais sur une petite application ou sur un petit produit, est-ce que c'est possible? Est-ce que parmi vos élèves, vous en voyez quelques-uns qui tentent l'expérience? Oui, absolument. On a des troisième années, notamment. Ils doivent réaliser une application mobile déjà un petit peu sérieuse. Et on a des étudiants qui, en même temps, qui sont à la Coding Factory en troisième année, lancent leur business. Il y a certains étudiants, ça va forcément les titiller. Et puis d'autres, pas du tout. Ils préfèrent développer, être dans une équipe, que ça soit encadré, etc. Ça dépend un peu des profils de chacun. Alors justement, pour parler exactement de la Coding Factory, pour remettre un peu dans son contexte, la Coding, c'est une école qui appartient à la CCI, c'est bien ça? Ouais, c'est la Chambre du commerce et de l'industrie de la ville de Paris. Et alors la philosophie ici, c'est qu'on l'a un petit peu évoqué déjà, c'est l'idée de ne pas être derrière un pupitre à écouter un cours magistral. En fait, vous les mettez sur des îlots à bosser à 3 ou 4 ou 5, donc sur des sprints à l'échelle d'une semaine, selon la méthode agile, où chaque semaine, vous les faites bosser sur un sujet particulier, sur un langage particulier, c'est ça? Oui, c'est ça. On est une école de la Chambre de commerce région Île-de-France. Région Île-de-France, pardon. Pas de souci. Mais on fait partie d'un grand ensemble avec HEC, le SCP, les Gobelins, Ferrandi. Donc on n'est pas la petite école de code. Et du coup, ça se passe comment, vous, l'alternance? C'est quoi? C'est une semaine en présentiel, 3 semaines en entreprise? C'est 2 jours, 3 jours? En première année, le rythme, c'est l'initial, une semaine école, une semaine entreprise. On pense qu'une semaine, c'est vraiment le minimum pour les entreprises, pour qu'elles puissent avoir quand même l'étudiant qui puisse travailler. Et puis, ils sont aussi à temps complet en entreprise au mois de décembre et au mois de mars pour qu'ils acquièrent de l'expérience. Et après, en deuxième et troisième année, le rythme, c'est 2 semaines à l'école, 3 semaines en entreprise. Et vous nous expliquiez, en fait, il y avait la possibilité également de partir à l'étranger, d'où San Diego en Californie ou Canada, le Québec. Vous les envoyez pour faire quoi, en fait? Déjà, c'est tout le monde? C'est ceux qui veulent? Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs choses. C'est ceux qui veulent. Vraiment, c'est vraiment sur la base du volontariat. Beaucoup de monde. On va pas se mentir, il y a beaucoup de monde. Il y a 2 options. En fait, sur la dernière année, des lead dev notamment, mais on propose aussi à ceux qui font de la VR et du gaming,
On leur propose d'aller soit au Canada, donc Québec. Donc ça, c'est très très bien pour ceux qui aiment le jeu vidéo notamment. Québec, parce que, on parle de Québec City ou de Montréal? Laval, pour être exact. Okay. C'est Laval. Donc en fait, ils se retrouvent à l'université de Laval pour un double diplôme. En fait, ils font notre diplôme de la coding et ils font un semestre là-bas. Donc le semestre, c'est 10 semaines à Québec. Donc là, c'est super parce qu'ils se retrouvent dans le campus vraiment nord-américain avec plein d'étudiants. Et encore une fois, c'est très bien parce que pour ceux qui sont dans le gaming, c'est vraiment où il faut être, quoi. Enfin, il faut vraiment voir comment ça se passe là-bas. Les cours, c'est plutôt orienté entrepreneuriat. Donc on parlait tout à l'heure d'entrepreneuriat, là, c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Et l'autre programme qu'on a en tête, qu'on monte, c'est sur la partie donc, Californie. Donc, comme je disais, on a déjà fait des voyages pédagogiques là-bas sur des petites durées pour leur montrer. Donc, c'est ce qu'on appelait des learning expeditions. Hein, c'était vraiment pour leur montrer comment ça se passait en Silicon Valley. Et là, on essaie de monter un peu la même chose qu'avec le Québec, donc Laval. Sur 8 semaines, on les emmène plutôt sur le sud de la Californie, mais avec bien sûr un passage par le nord de la Californie, avec San Francisco. On va visiter, discuter, échanger avec des expatriés français, travailler avec et échanger avec des entrepreneurs locaux, des anciens étudiants du coup de l'école aussi, qui nous reçoivent. Et ensuite, on descend sur San Diego pour plutôt travailler en termes de programme sur du produit, de l'entrepreneuriat pur. Donc, ils viennent avec une idée et ils sont choisis sur une idée. Donc ils disent, voilà, André, on veut faire ça, on veut travailler là-dessus, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas? Nous, on les choisit par rapport à ça, et ensuite on se retrouve là-bas et on développe l'idée et on va essayer de la vendre. Mais est-ce que ça veut dire que les élèves en fait, qui vont partir au Canada ou aux États-Unis sont déjà avec un bon niveau d'anglais? Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas encore mentionné, mais en fait le coding, ça se fait uniquement en anglais. J'imagine que beaucoup de fonctions sur les logiciels sont en anglais. Il y a plein de choses en anglais. L'anglais, donc nous, nos cours, tout à l'heure, ils s'appellent PHP, Java, etc. Et le seul cours un peu qui se rapproche le plus de ce que les terminales connaissent, c'est l'anglais. Donc il y a un vrai cours d'anglais à la Coding Factory tous les ans. Et puis ils ont en plus des exercices toutes les semaines à réaliser. Vous leur faites passer le TOEIC? Alors, on leur fait passer le TOEIC en master. Et du coup, pour l'alternance, comment ça se passe? Vous les aidez? Vous avez un bureau ici dédié pour les aider à trouver leur société? Ou au contraire, ils sont complètement livrés à eux-mêmes? Non, on a une grande équipe, à la fois des ingénieurs d'affaires qui sont en charge de relations avec les entreprises. Donc, l'école existe depuis plusieurs dizaines d'années, donc on a plus de 1000 partenaires. Et puis, on a des career centers, donc des personnes qui sont chargées d'accompagner nos étudiants. Donc, on va travailler sur les fondamentaux déjà, c'est ce qu'on appelle des outils, le CV, le profil LinkedIn, on va faire des simulations d'entretien, etc. pour les aider. Puis on va organiser plein d'événements ici à la Coding avec des recruteurs, enfin des entreprises qui cherchent des alternants. Donc on va beaucoup les aider. Et puis notre score, voilà, entre guillemets, de 100% d'alternants en deuxième année illustre aussi tout ça. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de se vendre, entre guillemets, de se surtout présenter à 18-19 ans, etc. Et donc, le faire en cours de terminale, c'est pas facile. Il y a un bidule à passer qui est le baccalauréat. Donc, se concentrer sur la recherche de l'alternance, c'est pas facile. Hein. Parce qu'il y a une saison haute qui est entre mars et juin pour trouver une alternance avant la rentrée de septembre. Donc, c'est pour ça qu'on recommande aussi la formation en initiale en première année. Mais ils sont beaucoup accompagnés par donc une personne dédiée ici à notre école. Une question concernant, alors ça on y a droit à chaque fois, c'est bien sûr l'argent. Vous avez mentionné un petit peu tout à l'heure. Vous disiez que comme ce sont des métiers en tension, du coup ça gagne plutôt pas mal. En fait, il faut s'attendre à quoi comme rémunération à peu près quand on est un junior? Ça dépend du métier. Si on prend sur Paris, si on prend un dev full stack à Bac+5, on peut s'attendre en junior à être dans les 38 à 40 000 euros bruts à la fin, donc en première année en tant que junior. Si vous êtes dev full stack ou vous passez sur du lead dev avec 5 ans, 3-5 ans, on commence à monter sur des 50 voilà, ou plus. Nous, il n'est pas rare qu'on ait des élèves, comme ils ont fait de l'alternance, et que la plupart ont fait 5 ans d'alternance. Moi, là, j'ai des élèves qui m'ont rapporté des salaires à 45, 48, 50 dès la sortie de leurs études. C'est des très bons élèves de chez nous, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais encore une fois, ce n'est pas rare.
mais ce n'est pas la norme. La norme, elle est plutôt aux alentours de 40, et puis progressivement, vous montez Ce qui à est déjà 18. pas mal, 40 pour commencer une carrière professionnelle, c'est déjà bien. Ce qui est pas mal du tout. Clairement. Et statistiquement, vous avez quelques chiffres en termes de taux d'employabilité des jeunes qui sortent après 4 ans d'alternance. C'est quoi? C'est 95% trouvent un job dans les 6 mois? On est aux alentours de 98% même. Dans l'informatique, vraiment, si on ne trouve pas, c'est que vraiment... on est trop exigeant ou il y a quelque chose qui ne va pas. Vous, quand vous recrutez un jeune, quand quelqu'un vient pour une journée porte ouverte ou vos contacts à travers votre site internet, qu'est-ce que vous regardez en fait chez lui ou sur son dossier pour le recruter? Ce que vous disiez, vous êtes des petites promotions, des petites classes de 20-25, donc c'est pas tous ceux qui postulent qui vont pouvoir être pris. Vous regardez quoi comme critères? Alors, plusieurs choses. D'abord, sa curiosité, son goût pour le code. Est-ce qu'il a juste vu de la lumière ou est-ce qu'il a essayé de se renseigner? Est-ce qu'il a essayé de créer un petit site internet tout seul? Est-ce qu'il est allé sur une plateforme d'initiation gratuite en ligne? Ou alors est-ce qu'il est venu tout simplement ici à la Coding Factory faire un atelier d'initiation à la programmation qu'on propose gratuitement une fois par mois pour tester son intérêt. Donc en une journée, ils font un petit jeu vidéo en Python, mais ça leur permet d'écrire leur première ligne de code et de voir si ça les intéresse. La deuxième chose qui est importante, plus que les notes, dans les bulletins de notes, ce sont l'appréciation des professeurs. On cherche aussi des gens qui sont sociaux, donc qui vont arriver à travailler en équipe. Ici, on ne fait que travailler en équipe. Le métier de développeur, c'est un métier où on travaille en équipe, donc c'est fondamental pour nous. Et aussi une petite capacité de travail, quand même. Dans l'informatique, en général, c'est des métiers à gros volume d'horaire. Donc, il faut aussi avoir cette envie-là. Ok. Et une question qui nous a été beaucoup posée, est-ce que vous avez beaucoup d'étudiantes? Ah oui, ça c'est vrai. Un peu cliché, mais c'est vrai qu'on s'attend toujours à ce qu'une école d'informatique soit un truc de mec. Et non, vous avez des filles? Et oui, on en a. Mais c'est vrai qu'on a du mal à montrer que il faut pas se fermer à l'informatique et on participe à ce mouvement-là. D'ailleurs, pour la première année qui est en initiale, qui est payante, il y a une bourse dédiée pour les jeunes filles pour les encourager à aller vers ce type de métier. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin avant qu'on retrouve deux de vos jeunes, Océane et Walid, pour essayer d'inciter les jeunes qui nous regardent ou leurs parents aussi qui nous écoutent à venir pousser la porte de votre école? Oui, ou même de se renseigner plus globalement sur les métiers de l'informatique? Alors moi j'en ai un très simple. Allez-y. Si ces métiers vous attirent, venez nous rencontrer, venez rencontrer André, les étudiants en journée porte ouverte. La prochaine, c'est le samedi 3 juin, ici sur ce campus à Paris, Gare Montparnasse. Parfait. Merci à tous les deux. Et puis maintenant, on va retrouver donc deux de vos élèves, Océane et Walid. Parfait. Merci bien. Merci. Alors bonjour Océane, bonjour Walid, merci de nous recevoir tous les deux à la Coding Factory. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer un tout petit peu concrètement dans vos projets à vous, vous êtes tous les deux en 3e année, c'est bien ça? Oui, c'est ça. À quoi ça ressemble concrètement, factuellement, à la fois la méthode Agile et la méthode Scrum, s'il vous plaît? C'est une méthode de travail qui va être axée sur... ça a pu être des méthodes traditionnelles qu'on avait à l'époque, c'est des méthodes beaucoup plus récentes. Et en gros, dans l'agilité, il y a plusieurs méthodes. Il y aura du coup le Scrum, le Kanban, il y en a beaucoup. Ces méthodes-là vont être plus ou moins optimisées en fonction de l'équipe qu'on va avoir, si c'est une grande équipe, une petite équipe, beaucoup de monde, très peu de monde. Et du coup, c'est ce qu'on utilise à l'école. Et globalement, on utilise très souvent des boards pour... C'est ce qu'on voit derrière toi? C'est ça. Globalement, on a un board et du coup, on va organiser notre travail comme ça. En fait, du coup, c'est pas un prof, c'est un PO. Le PO de la semaine va nous donner des stories. Et avec ces stories-là, nous, après, ensuite, on va découper ça en tâches et on va créer notre board pour pouvoir travailler tout au long de la semaine. Ok. Et au sein de Scrum, du coup, c'est quoi la spécificité par rapport à Agile? Ça va être des process un peu différents, des process qui vont être ajoutés et qui vont rendre l'agilité un peu différente par rapport à d'autres méthodes, comme par exemple le Scrumban, le Kanban, Spotify, il y a Less, il y a plein d'autres méthodes comme ça qui vont varier en fonction de, comme j'avais dit tout à l'heure, la taille de l'équipe ou le milieu dans lequel on est, quoi.
Les termes utilisés aussi sont différents en fonction des méthodes aussi. Toi, Océane, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'origine de ces deux termes, en fait, Scrum ou Agile? C'est quoi? C'est une marque à la base? C'est un protocole? Parce qu'il y a des certifications, par exemple Scrum Master. Donc ça veut dire qu'il y a la possibilité d'avoir un diplôme, entre guillemets. Ça se passe comment, en fait? C'est quelque chose qu'on vous apprend à l'école, mais qui vient de plus tôt ou Alors, on a une formation, surtout en première année. On est beaucoup formé à cette méthode parce que chaque semaine, nous allons avoir des projets et on va travailler sur des langages. Et tous les vendredis, on a des projets à rendre. Ouais. Et quand on rend ces projets... Ce qu'on appelle un sprint. C'est ça, justement. Et chaque semaine, on va découper le projet en plusieurs parties. Donc du coup, avec la méthode Agile, en utilisant le Scrum, du coup, la première année, on est formé avec des product owners qui viennent et qui sont des intervenants. Alors pour ceux qui nous regardent, expliquer Product Owner, c'est celui qui va chapeauter un peu le tout? C'est un professionnel qui vient et qui intervient dans l'école et qui va nous expliquer ce qu'il fait professionnellement. Il va nous l'expliquer à nous. Donc c'est pas un prof, donc c'est une façon d'apprendre différente. Et du coup, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait un boulot qui s'appelait Scrum Master. C'est quoi en fait exactement au sein d'une société, quelqu'un qui fait ça? Chaque semaine, on est par groupe de 4, 3-4. Et du coup, il y a un Scrum Master qui est désigné dans le groupe. C'est quelqu'un qui va diriger un peu le projet, qui va organiser, donner les tâches aux gens. Un peu un manager, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est quelqu'un aussi qui fait le contrôle, en fait, derrière? Ou il est juste là pour organiser votre emploi du temps, vous dire, toi tu fais ça, toi tu fais ça? Il va pas diriger, t'as 2 jours pour ça, 3 jours pour ça? On a tous le même statut. Il va pas prendre vraiment le dessus. C'est juste qu'il va organiser. Et professionnellement, une fois dans la vie active, est-ce que vous êtes tous les deux en alternance, si j'ai bien compris? Il y a des Scrum Masters dans vos boîtes respectives? Oui. Oui. Et donc eux, concrètement, en fait, ils font quoi? Dans mon entreprise, le Scrum Master, il va s'occuper de gérer et prioriser tous les sprints. Et du coup, il va regarder quelles sont les features qui vont être importantes, qu'est-ce qu'il faut mettre maintenant. Il y a aussi des questions de chiffrage, parce que du coup, en développement, ça va coûter tant de jours hommes. Il calcule comme ça dans ma boîte. Du coup, lui, le Scrum Master, son but, c'est vraiment récupérer toutes ces données avec les devs et voir avec eux combien de temps ça va prendre, faire des estimations et ensuite organiser tous ces sprints pour que ça soit le plus efficace possible, quoi. Ok. Et toi, Océane, dans ta boîte, ça se passe de la même façon? Oui, c'est exactement pareil. Et du coup, on parlait un petit peu des rituels de l'agile entre le backlog, le daily, la démo client. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu cette chronologie? Par exemple, une semaine type. Par exemple. Le lundi, le mardi, on va avoir l'introduction sur le langage. Donc, c'est pas vraiment un cours, mais ça va être, par exemple, son histoire, où le product owner va nous faire un live coding. Un live coding? Ça veut dire il va coder en face de nous. Ah, d'accord. En nous montrant ce qu'il fait, en nous expliquant. Ou il va nous donner des mini-exercices à faire. Ensuite, le mardi soir, il nous donne le cahier des charges. Il nous introduit le projet qui est à rendre pour le vendredi. Le mercredi, du coup, avec notre groupe de 4, on commence à découper le projet avec le tableau. Ensuite, le mercredi, du coup, on commence le travail pour le projet. Le jeudi, on est en autonomie, donc le PO n'est pas là. Et le vendredi, on lui fait la présentation. Ok. Et toutes les semaines, quand vous êtes à l'école, c'est comme ça que ça se passe? Chaque semaine, c'est un langage différent. Ok. Des fois, par exemple, on peut avoir du Java et après du Java avancé. Mais chaque semaine, c'est différent. Et au sein de votre société en alternance, ça s'organise de la même façon? À peu de choses près. C'est sur une semaine, un sprint? Par exemple, moi, dans ma boîte, il y avait un moment, on avait des sprints de 3 semaines. Maintenant, on est passé en sprint de 2 semaines. Et à l'école, vu que en gros, c'est une semaine à langage, on a des sprints que de 1 semaine. Mais par exemple, si on avait plus de temps, ça serait peut-être des sprints de 2 semaines. En fait, ça dépend du projet, ça dépend de sur quoi on travaille. Du coup, on s'adapte par rapport à ça. Et derrière toi, donc, c'est un paperboard qui définit un petit peu ce que c'est. Tu pourrais nous expliquer vaguement entre story, to do, in progress et done, les différents statuts? Du coup, je vais. Bah ouais, tu vas. Allez. Du coup, là, par exemple, sur le board, on a les stories. Donc, généralement, les stories sont données par le PO. Du coup, il y a le PO en début de... La story, c'est quoi? C'est la mission, en fait, à faire? Alors, la story, c'est une grosse tâche, une très grosse tâche, décrite brièvement. Qu'est-ce que ça doit faire, qu'est-ce que c'est. Et du coup, généralement, on a un PDF avec toutes les stories, du coup, pour faire tout le projet. Généralement, c'est graduel, donc c'est les petites tâches les moins compliquées, et plus ça avance et plus c'est complexe, jusqu'à des bonus à certains moments. Et en gros, une fois qu'on a toutes les stories, on va les poser sur un board. Ensuite, nous, on va découper chaque story en plusieurs to-do, du coup, en plus petites tâches
qui sont réalisables. Du coup, après les to-do, après nous, on se les dispatche entre nous, on fait comme on peut, qui veut faire quoi, qui veut prendre quoi. Si par exemple, il n'est pas capable de le faire tout seul, on peut se mettre à deux, du coup, faire du pair programming. Et ça, c'est entre vous que vous décidez qui va faire quoi? C'est pas justement le Scrum Master qui, normalement, devrait vous donner les tâches à chacun? On peut voir avec le Scrum Master, on se met d'accord avec lui. Ouais. Est-ce que cette tâche-là, on est capable de la faire tout seul? Est-ce qu'on a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre? S'il y a quelqu'un qui va vraiment faire cette tâche-là, parce qu'il est meilleur dans cette compétence-là, il peut la faire. Donc après, il y a toujours moyen de s'arranger, de voir qui est-ce qui va faire quoi. Du coup, après les to-do, on se les dispatch. Une fois qu'on, par exemple, on prend, par exemple, moi je prends cette tâche-là, je la mets dans In Progress. Du coup, il y aura marqué que c'est moi qui l'ai. Du coup, c'est-à-dire elle est en cours, c'est moi qui l'a fait. Juste avec un coup d'œil, on sait que cette tâche-là, elle est en cours, personne ne peut la prendre, personne ne peut me l'enlever. Ensuite, une fois que j'ai terminé ma tâche, je vais pouvoir la mettre dans Done. Mais pour la mettre en Done, par exemple, on va faire par exemple des PR. Une PR, ça va être une revue de code pour voir si ce que j'ai fait, j'ai pas fait n'importe quoi, est-ce que ça a été bien fait, et que les autres valident aussi, voient ce que j'ai fait. Du coup, une fois que c'est fini, je peux la mettre dans Done. Et après, dans un board aussi, on peut rajouter d'autres éléments comme ici. Le fun time. On l'appelle le Donc d'abord, il y a validation time, ça veut dire que ça a été fait, c'est validé, c'est bon, on peut l'envoyer au client. Validation time, c'est plutôt un peu comme le système de PR. Ça concerne les stories déjà. C'est ça. En gros, c'est pour voir est-ce que toute la story a été validée, est-ce que tous les points de la story ont été validés pour, par exemple, mettre en intégration si on est en entreprise, par exemple. Et après, faut pas oublier ça c'est important. Il faut savoir s'amuser aussi. Du coup, par exemple, nous, dans la classe, avec tout le monde, le vendredi soir, on va au bar. Et il y en a besoin. Parce que fin de semaine, il faut se lâcher un petit peu. Et au boulot, tu as la même chose aussi, de ce fun time, la célébration de la fin d'un sprint? En entreprise, un peu moins quand même. On fait des reviews pour voir ce qui allait, ce qui allait pas, ce qu'on peut améliorer. Et c'est plutôt à la fin de chaque grosse livraison qu'on félicite un peu tout le monde en entreprise pour ce qui a été fait, si c'était bien fait, si c'était pas bien fait. Après, ça dépend beaucoup des entreprises, parce que Walid est dans une grosse entreprise. Moi, du coup, je suis un start-up. Et du coup, la moyenne d'âge est beaucoup plus jeune. Donc, généralement, des fois, pareil, fin de semaine, on va se retrouver, on va aller faire un after ou manger ensemble, faire des choses comme ça. Et toi aussi, au sein d'une petite structure, vous utilisez cette méthode d'organisation du temps de travail? Oui. Très bien. Et du coup, petite question perso, à la fin, vous imaginez faire quoi dans 5-6 ans quand vous aurez votre diplôme et que vous aurez commencé votre carrière? Dans 5-6 ans, en vrai, je pense rester dans une boîte, apprendre le maximum que je peux. Et après, l'objectif à terme, c'est quand même créer mon propre projet, ma propre Monter entreprise. ta propre boîte. Ouais, voilà. Mais d'abord, me faire de l'expérience dans des entreprises, histoire de voir à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que, mine de rien, que ce soit dans un grand groupe ou un start-up, il y a plein de choses à apprendre. On voit ce qui ne va pas, ce qui va, ce qui ne va pas. Donc je pense qu'il y a des leçons à en tirer et si je peux apprendre quelques trucs. Très bien. Et toi, Océane, idéalement, tu te vois où? Du coup, j'ai lancé mon entreprise en novembre. Ah, bien. Enfin, je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur. D'accord. Donc là, pour l'instant, le but, c'est de se faire un maximum de contacts et... C'est une entreprise de quoi? Et de mettre de côté. Du coup, digitalisation. Mais je fais beaucoup de création de sites web, gestion de réseaux sociaux, des choses comme ça. Et du coup, le but serait vraiment de me faire des contacts. Et après mon master, peut-être me lancer et prendre des employés et tout ça. Vous voulez rester en France tous les deux? Non. Non? Je sais pas. Toi, tu voudrais partir où? Canada, peut-être. Ah oui. Ça a l'air d'être une destination un peu Eldorado pour l'informatique, que ce soit pour le jeu vidéo ou pour l'informatique en général. On a l'impression, notamment le Québec, est assez accueillant pour tous les spécialistes de l'informatique. Et une dernière chose que je voulais évoquer avec vous, vu que tous les deux vous êtes étudiants à la Coding Factory, vous êtes en 3e année, c'est bien cela? C'est ça. C'est l'ambiance générale en fait au sein de la Coding. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe? Parce qu'apparemment, c'est pas tout à fait des salles de cours comme les autres. Donc expliquez-nous. Déjà, on travaille dans un open space. On se met là où on veut. C'est des mini-îlots de 4-5 personnes. Parce que du coup, on travaille toujours en groupe de 3-4. C'est une ambiance détente. C'est pas scolaire, il n'y a pas des rangées, tout le monde regarde le tableau. On est vraiment tous éparpillés un peu partout. On se place avec notre groupe, ou même pas forcément, on peut se mettre par affinité. Et ce qui est cool, c'est que pendant les projets, on n'est pas obligé de rester au même endroit. Si par exemple on veut demander un coup de main à quelqu'un, on prend son PC, on se déplace, on va se poser à un endroit. Si on est fatigué, il y a les canapés. C'est bien ça. Tout le monde se connaît, tout le monde est... Enfin, c'est vraiment... c'est pas comme en école où forcément il y a des gens qu'on connaît pas ou avec qui on parle pas. Là, on est obligé de parler un peu à tout le monde. Donc c'est vraiment cool. Et vos professeurs, ce sont des profs ou des professionnels qui interviennent au sein de la Coding Factory? C'est plutôt des pros. C'est des personnes qui ont
un métier, qui ont des compétences à côté et qui viennent nous apprendre leur spécialité, leur domaine de prédilection. Et du coup, ils viennent nous montrer les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'ils font eux, histoire de nous faire monter en compétences aussi. Ok. Et toi, Océane, tu voulais nous parler du BDE, t'en fais partie, c'est ça? C'est ça, je suis responsable du pôle voyage au BDE. Carrément. Wally, du coup, il est avec moi dans mon pôle. Ok. Pour quand j'ai besoin d'aide, quand les voyages approchent, c'est bien d'avoir quelqu'un qui Et c'est aide quoi un le peu. délire? C'est une fois par an, vous organisez un voyage pour toute la promo? Pas Un peu qu'une plus. fois par an. Par exemple, on peut faire des voyages au ski, voyage Ok. à Amsterdam, voyage à Malte. Rien à voir avec l'informatique, du coup. Rien à voir. Ok. Mais c'est bien parce que comme ça, tous les étudiants de la promo peuvent faire connaissance. Ouais. Ça peut aussi détendre les étudiants et des fois, ça leur fait du bien. Et il y a aussi des soirées qui sont organisées. Par exemple, là, on a une course de karting avec un classement qui est organisé dans un mois. Ok. Donc voilà, il y a plein de choses. Effectivement. Ouais. Cool. Donc ouais, vous y êtes contents, vous, la Coding C'est Factory, ça. apparemment. C'est sympa. Ouais. Nickel. Merci à tous les deux de nous avoir un petit peu éclairés sur tout ça. Alors maintenant, il est temps d'évoquer avec deux professeurs de la Coding Factory deux particularités, deux masters spécifiques. On va commencer avec vous, Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous en distanciel. Donc vous êtes un ancien élève de la Coding Factory et vous êtes devenu aujourd'hui un professeur de cette même école en master VR pour Virtual Reality, jeux vidéo. C'est bien ça? Exactement. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle? La réalité virtuelle, c'est le fait de mettre un casque sur la tête qui nous permet de s'immerger dans un monde virtuel, donc que ce soit un jeu ou une simulation, et de prendre part à cette dernière de façon assez prenante. Ok. Alors justement, pendant que nous parlons, on va essayer d'illustrer notre propos avec un de vos projets, que vous avez développé, une espèce de jeu en e-sport à base de vélo. Vous pouvez nous en dire un peu plus pendant que l'image est diffusée? Exactement. Alors, c'est Retroback Fury, c'est un jeu de pilotage de moto, donc à la première personne en réalité virtuelle. On met un casque et on est sur une moto un peu futuriste. Et l'objectif, c'est de survivre à des niveaux un peu compliqués où on va tirer sur des ennemis pour se protéger, se défendre et progresser dans le niveau. C'est Tron, en fait. Exactement. Ok. Et alors concrètement, dans ce master, en fait, qu'est-ce que vous enseignez aux élèves? C'est à la fois un peu tech et créa, si j'ai bien compris. Ça veut dire quoi? Que vous étudiez le motion design, les level design, le sound design? De quoi ça parle en fait, Alors, ce master? l'objectif, c'est de former des professionnels à ces technologies-là et dans le monde du jeu vidéo et qui sont capables d'appréhender toutes les facettes d'un jeu vidéo. Donc, on va pouvoir voir la partie sound design, la partie graphisme, la partie game design, mais surtout le développement. On, quand même, on cherche à former des développeurs principalement, mais on va leur donner toutes les facettes nécessaires pour qu'ils puissent comprendre les rôles des restes des membres de leur équipe ou alors devenir polyvalents. Et in fine, c'est censé les amener à faire quoi comme type de boulot dans une boîte de production de jeux vidéo? Eh bien, ça dépend vers où ils peuvent s'orienter. C'est assez ouvert. Ça permet de travailler dans le milieu du serious gaming, par exemple, pour faire des simulateurs pour des entreprises grâce aux technologies réalité virtuelle augmentée, ou alors d'aller chercher des postes dans le développement de jeux vidéo, parce que on a pu le voir récemment, les jeux vidéo réalité virtuelle, ça se développe beaucoup. C'est un marché assez florissant, donc ça recrute. Il y a pas mal de postes là-dedans. Et à la Coding Factory, vous proposez dès le programme bachelor, première, deuxième et troisième année, une initiation à ces techniques concernant le jeu vidéo ou tout s'attaque à partir de la quatrième année? On commence avec quelques initiations en première et troisième année, tout à fait, où je vais venir immerger les étudiants dans le monde du jeu vidéo en leur faisant créer de A à Z, entièrement en partant de zéro, hein, un jeu vidéo en une semaine. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Thomas. Merci. Alors maintenant, on intervient avec François. Bonjour François. Merci d'être avec nous aussi. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler du Master Lead Dev. Vous êtes actuellement professeur donc à la Coding Factory en Master Lead Dev, c'est bien ça? Oui, bien, c'est bien ça. Ok, on va commencer par le commencement. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est que Lead Dev, s'il vous plaît? Alors, la formation lead dev, c'est vraiment pour permettre aux développeurs qui ont déjà des connaissances assez solides d'approfondir les différents secteurs, vraiment pour pousser au niveau architectural dans le développement logiciel. Donc, on va vraiment avoir un objectif de rendu professionnel et industriel à la fin de ce parcours. Et factuellement, en fait, ce master amène à quoi comme type de boulot par la suite? C'est un travail en particulier ou pas du tout?
le domaine est assez vaste. On peut faire énormément de choses à l'issue de ce parcours. Parce qu'en fait, les jeunes qui vont faire ce parcours auront pendant 5 ans étudié énormément de langages différents. Ils auront donc une culture très vaste sur la partie informatique et pas seulement que sur du développement. Ils vont aussi avoir des connaissances en management de projet, en design également. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de postes qui sont ouverts à eux, que ce soit de l'ingénieur base de données, de l'ingénieur en intelligence artificielle, sur des postes DevOps ou même sur du big data. Ils vont pouvoir adresser ces différents secteurs dû à ce parcours qui est particulièrement vaste et riche en termes de culture informatique. Ok. Et moi, j'avais une question plus personnelle. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, ce genre de travail n'est pas menacé à l'avenir, dans les 10 ou 15 ans qui viennent? Alors, c'est une bonne question que beaucoup de gens se posent actuellement. L'intelligence artificielle, effectivement, ça peut bouleverser un petit peu le marché du travail, notamment dans l'informatique, mais pas que. Il y a plein de secteurs qui vont devoir évoluer, mais l'informatique va plutôt se transformer plutôt que disparaître au travers de l'intelligence artificielle. À mon avis, aujourd'hui, les outils d'intelligence artificielle ne sont pas encore assez efficace pour remplacer complètement, notamment le métier de développeur, parce que justement, on va avoir besoin quand même de quelqu'un qui va avoir des connaissances de base pour guider justement les réponses de l'IA. Donc, il y a notamment des métiers comme le prompt engineer qui est en train d'éclore aux États-Unis, qui a énormément de succès. C'est la faculté de correctement interagir avec une IA. Et donc, finalement, l'IA, il faut le voir comme un boost de productivité, à mon sens, et pas comme un arrêt du métier. Ça va vraiment permettre aux développeurs d'aller plus rapidement sur des objectifs qu'ils ont avec un outil qui va les accompagner. Mais en aucun cas, l'IA va complètement remplacer le développeur. Très bien. Bah, merci beaucoup, François, de nous avoir éclairés. Au revoir. Et bien voilà, l'émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez appris un maximum de choses. Et encore un grand merci à la Coding Factory de nous avoir accueillis dans leurs locaux du 15e. À la semaine prochaine. Au revoir.